Saint-Simon et l'instant. Eh bien, raconter une histoire, et encore plus raconter l'histoire, c'est surtout jouer avec la temporalité. Par l'entreprise de ses mémoires et par le souci historique qui l'anime, Saint-Simon souligne dans son propos liminaire la nécessité, je cite, d'un enchaînement si singulier qui conduise de fait en fait par un récit lié. Cela suppose alors une relation très étroite avec la chronologie et un type d'écriture capable de rendre compte de cette histoire vécue, de ces événements et de ces faits. En somme, de tous ces instants. Le terme instant, du latin instans, désigne le fait d'être imminent, insistant, pressant, voire par extension menaçant. Toutefois, son usage peut être double, puisqu'il peut à la fois désigner un temps court, immédiat, ou bien une suspension du temps lorsque l'on remet l'action à « dans un instant ». Par cela, on peut ainsi entendre un moment donné, précis, balisé, plus ou moins clairement. Et en tant que témoin de la cour, Saint-Simon a pu, en effet, assister à de bien nombreux instants. Mais au temps de l'écriture, il est alors nécessaire de faire face à la nécessité de tout remettre en ordre et de compter au mieux ces temps courts et soudains. Dans un premier temps, donc, l'idée est de revenir sur la manière par laquelle Saint-Simon exprime l'instant. Et en cela, on peut analyser que d'un point de vue temporel, l'instant semble insignifiant en raison de sa brièveté et de son caractère presque fulgurant. Pourtant, chez Saint-Simon, il ne relève pas seulement d'une nécessité narrative, mais aussi et surtout d'une indication contextuelle. Pour exprimer la soudaineté et l'immédiateté, il privilégie deux termes aux occurrences relativement similaires dans les mémoires, le substantif « instant » et la locution adverbiale « sur le champ ». L'emploi du terme « instant » témoigne d'une volonté de hiérarchiser les actions et de renvoyer, conformément à sa définition stricte, à une situation généralement brève. Mariages et alliances répondent à ce principe, à l'image de l'union entre Harcourt et la famille Pontchartrain. Je cite « Il se dégoûta et tourna court sur le premier écuyer, déjà de ses amis, et qui, n'ayant pas mes raisons, devint bientôt son homme et fit en un instant l'union qui leur convenait à tous. » Ici, l'ellipse et la précipitation de la scène traduisent une forme d'agacement. Ce que souligne Saint-Simon, ce n'est pas tant l'union elle-même que ses conséquences. Toutefois, l'emploi du terme peut aussi revêtir une dimension presque comique en accélérant le rythme de ces événements, comme lorsqu'il évoque une coutume espagnole qui permet un mariage express dans le cas d'amours interdites, que l'on nomme la saccade du vicaire et que je vais citer immédiatement. Pour entendre l'occasion qu'il en saisit, il faut savoir, une coutume d'Espagne, que l'usage a tourné en loi et qui est également folle et terrible pour toutes les familles. Lorsqu'une fille, par caprice, par amour ou par quelque raison que ce soit, s'est mis en tête d'épouser un homme, quelque disproportionné qu'il soit d'elle, fût-ce le palefrenier de son père, elle et le galant le font savoir au vicaire de la paroisse de la fille, pourvu qu'elle ait 16 ans accomplis. Le vicaire se rend chez elle, fait venir son père et, en sa présence et de la mère, demande à leur fille si elle persiste à vouloir épouser un tel. Si elle répond que oui, à l'instant, il l'emmène chez lui et il y fait venir le galant. Là, il réitère la même question à la fille devant cet homme qu'elle veut épouser, et si elle persiste dans la même volonté et que lui aussi déclare la vouloir épouser, le vicaire les marie sur le champ, sans autre forme de formalité, et, de plus, sans que la fille puisse être déshéritée. Ici, l'instant suit une hypothèse et donne lieu finalement à une scène surprenante, animée, dont l'intensité est renforcée par la polysynthète. Tout est dynamisé, précipité par l'emploi en plus de « sur le champ », comme pour expédier une affaire honteuse aux yeux d'une famille, à savoir un mariage jugé indigne. Dans d'autres contextes, l'instant peut également traduire une attente ou une préoccupation. Comme lorsque Saint-Simon, par exemple, craint, je cite, « à tout instant la visite de Torcy », en attente de nouvelles. On trouve aussi au fil du texte un synonyme vieilli de instant qui est incontinent, qui marque lui aussi l'immédiateté, à l'image du prince qui est incontinente, ondoyée. Sans chercher à établir un relevé exhaustif de ces occurrences, on constate malgré tout que Saint-Simon mobilise l'instantané, surtout dans des anecdotes variées ou des faits de cours brefs, souvent imprévus. Certains concernent également les aléas de santé, comme en témoigne le destin de Madame d'Épinois qui, je cite, «
alla débarquer tout droit chez M. de Barbezieux à Versailles. Elle entra chez lui en bonne santé. L'instant d'après, elle se trouva mal. On ne fit que la jeter sur le lit de Barbezieux. Elle était morte. Donc sa fin abrupte tient en 2 lignes, et c'est autant par la soudaineté de la mort que par la syntaxe employée que l'on retrouve cette vivacité. Cette succession rapide d'actions est renforcée alors par l'emploi du passé simple et traduit cette finalement brutalité de l'événement. L'ellipse, de surcroît qui clôt l'épisode, accentue ce véritable laconisme. Les récits de mort soudaine se plient ainsi à cette logique de l'instant, tant dans la réalité du monde de Saint-Simon que dans son écriture. Ce phénomène se retrouve aussi dans un revirement de situation qui mène à la disparition de Madame de Bouillon. Je vous cite l'extrait. « Monsieur de Bouillon avait eu une assez grande maladie à Versailles, dont on crut même qu'il ne reviendrait pas. Lorsqu'il se trouva en état de changer d'air, il alla le prendre à Clichy. Madame de Bouillon l'y alla voir de bonne heure le mercredi 20 juin. En entrant dans sa chambre, elle le trouva si mal qu'elle y mourut à l'instant même. Elle avait eu 2 ou 3 attaques d'apoplexie si légères qu'elles furent traitées d'indigestion et qu'elle ne prit aucune sorte de précaution. Elle avait 68 ans et on voyait encore en elle de la beauté et 1000 agréments. Cet épouvantable spectacle fut regardé de tout le monde comme une amende honorable à son mari de sa conduite, dont elle ne s'était jamais contrainte un moment. » L'effet de surprise ici, parfaitement renforcé par l'emploi du terme « même », un instant même. Le lecteur s'attend ainsi naturellement à la mort du duc de Bouillon, alité et souffrant. Pourtant, c'est bien son épouse venue le visiter qui succombe alors, je cite, « si subitement ». L'adverbe d'intensification souligne l'ampleur de ce choc, alors que le cadre spatio-temporel précis, de bonne heure, accentue alors l'imprévisibilité du drame. La soudaineté de l'instant se trouve ainsi non seulement exprimée, mais aussi amplifiée stylistiquement, donnant plus de relief à un retournement de situation. Outre l'instant, j'en avais parlé en introduction, la locution « sur le champ » revêt aussi une importance toute particulière, puisque contrairement à son synonyme, qui structure la temporalité et hiérarchise des péripéties, eh bien, sur le champ, dans le texte de Saint-Simon, a tendance à marquer un déclenchement immédiat d'une action. Et il s'associe généralement à des verbes de mouvement ou d'initiative. On le retrouve alors fréquemment dans des récits de bataille, en écho à son origine militaire. Il désigne l'intervention immédiate sur le champ, sur le terrain, hic et nunc. Dans les mémoires, on peut ainsi relever des partir sur le champ, l'écrire et l'envoyer sur le champ, dépêcher sur le champ, envoyer chercher sur le champ, venir sur le champ, avec donc cet usage qui confère au récit cette dynamique rythmée par l'action et parfois par l'urgence. Quant à l'emploi de soudain, eh bien, Saint-Simon semble le réserver à des instants d'une gravité tout exceptionnelle, puisqu'il apparaît en effet dans 2 contextes significatifs. D'abord pour évoquer la mort de Louvois. Je cite donc « Jamais le nom de Louvois ne fut prononcé, ni pas un mot de cette mort si surprenante et si soudaine. » Puis pour qualifier ensuite la disgrâce de Chamillard, mentionnée comme un changement si soudain. Dans les 2 cas, il s'agit en effet de figures majeures de la cour qui sont alors victimes d'un sort brutalement scellé. Néanmoins, l'instant ne se réduit pas toujours à une sentence brève et parfois douloureuse. Il peut s'étirer en offrant un répit narratif de quelques secondes à quelques minutes. Son rôle ne se limite donc pas à structurer le récit en marquant une immédiateté fulgurante, mais il peut aussi instaurer une respiration dans le flux des événements. On rencontre alors dans le texte, par exemple, des instantes prières qui s'inscrivent dans une temporalité plus solennelle, plus adaptée et plus mesurée. Plus encore, dans son expression de l'instant, Saint-Simon fait référence à une unité de mesure du temps alors d'usage, le pater. Ce terme renvoie alors au temps nécessaire pour réciter la prière dominicale du paternoster, soit, d'après la proportion du texte religieux, approximativement 30 secondes. Voilà,
le silence d'un pater que l'on va tout de suite avoir l'occasion de peser à l'échelle des mémoires. Puisqu'en effet, à 5 reprises dans le texte des mémoires, ces instants apparaissent et apportent une respiration, vous avez pu le constater, plutôt conséquente. Lors d'une cérémonie en Espagne pour les chevaliers de la Toison d'Or, Saint-Simon relate ainsi que, je cite, « le roi se couvrit et tous les chevaliers en même temps, sans qu'il le leur dît ni ne leur en fit signe. Et en cet état, le silence dura un peu plus d'un pater. Ensuite, le roi proposa le vidame de Chartres pour être reçu dans l'ordre, mais en 2 mots. Ce silence suspendu, conséquence d'une atteinte surprenante au protocole, n'est rompu que par le roi, et ce de façon lapidaire, en 2 mots, pour introduire le vidame, fils du duc de Saint-Simon. Si l'on songe à sa durée réelle, ce mutisme semble relativement bref, mais son effet narratif le rend interminable. Nul, à l'exception du roi, n'oserait y mettre fin. L'opposition est d'autant plus frappante entre cette pause silencieuse née de la curiosité et l'annonce très expéditive du souverain, je rappelle, 2 mots. Les paters peuvent aussi se multiplier dans les mémoires, je vais m'abstenir cette fois-ci, et étirer davantage certains de ces instants narratifs que l'on peut par exemple observer dans la chronique de 1710. Je vous lis l'extrait. « Alors il n'y eut plus à rebrousser. Il fallut pousser jusque dans le cabinet. Rester s'il oserait enfin y donner sa lettre. J'entrai lentement pour ne pas traverser la chambre avec lui et je gagnai la croisée la plus proche du cabinet, dans la profondeur de laquelle on me fit place sur un ployant où je m'assis auprès du maréchal de Boufflers avec M. de Bouillon, M. de la Rochefoucauld, le duc de Trèves et le premier écuyer, en attendant que le roi sortît pour prendre d'autres habits et aller dans ses jardins. Je n'avais pas été 3 ou 4 paters assis, que je vis avec surprise sortir M. le duc d'Orléans, qui rossa la chambre et disparut. Je ne fis que me lever et me rasseoir avec les autres, bien en peine de ce qui s'était pu passer dans des instants si courts. Le roi fut assez longtemps sans sortir. Enfin, il vint, changea d'habit et alla à la promenade, où je le suivis. » Ici, à peine 3 ou 4 paters s'écoulent avant que le duc d'Orléans ne provoque la surprise, laissant Saint-Simon face à des instants si courts où l'attente figée contraste avec la promptitude du futur régent à quitter la pièce. Ce décalage crée une forme d'antithèse entre ce temps suspendu et la brusque rupture de cet instant. On retrouve aussi ces 3 ou 4 paters dans la chronique de 1698 à propos du duc de Charost, imbu de M. de Cambrai qui reçoit bien mal un trait d'esprit de Saint-Simon qui lui rappelle sa condamnation. À ce mot, voilà Charost qui chancelle, nous étions debout, qui veut répondre et qui balbutie, la gorge s'enfle, les yeux lui sortent de la tête et la langue de la bouche. Madame de Nogaret s'écrie, Madame du Châtelet saute à sa cravate qu'elle lui défait du col de sa chemise. Madame de Saint-Simon court à un pot d'eau, lui en jette, et tâche de l'asseoir et de lui en faire avaler. Moi, immobile, je considérais le changement si subit qu'opère un excès de colère et un comble d'infatuation, sans toutefois pouvoir être mécontent de ma réponse. Il fut plus de 3 ou 4 paters à se remettre, puis sa première parole fut que ce n'était rien, qu'il était bien, et de remercier les dames. Toujours avec cet effet saisissant de contraste, Saint-Simon, immobile, fait face à une agitation générale où chacun s'empresse de porter assistance au duc, rouge de colère. Le temps nécessaire pour reprendre ses esprits équivaut donc, je vous en informe, à 3 ou 4 paters, soit environ 2 minutes. Ce silence suspendu est brusquement rompu par sa première parole qui relance aussitôt le récit et aussi le mouvement des personnages. La connotation religieuse du pater, cependant, confère à ces instants une solennité supérieure à une simple accumulation de moments fugitifs. On retrouve cette dimension dans l'entrevue de Maréchal avec le roi, marquée par 2 ou 3 paters de silence. Cette hésitation sur le nombre de paters à l'échelle des souvenirs et de la mémoire pourrait sembler anodine. Mais dans l'instant, cela alourdit véritablement l'atmosphère. Ajouter une trentaine de secondes à un silence déjà pesant peut en effet changer toute la perception d'une scène. Maréchal, dans cette circonstance, décide d'entreprendre un voyage à Port-Royal, ce qu'il présente au roi, qui d'ordinaire trouve cela mauvais, et qui emploie ce temps à une réflexion pour tirer un avantage de cette situation et faire sentir tout son désaccord au personnage. Je cite, « En effet, il se trouva au retour du roi de sa messe, et comme ce n'était pas une heure où il eût accoutumé de se présenter, le roi, surpris, lui demanda ce qu'il voulait. Maréchal lui raconta avec simplicité ce qui l'amenait et la surprise où il en était lui-même. À ce nom de Port-Royal, le roi se redressa, comme il avait accoutumé aux choses qui lui déplaisaient, et demeura 2 ou 3 paters sans répondre.
sérieux et réfléchissant, puis dit à Maréchal « Je veux bien que vous y alliez, mais à une condition, que vous y alliez tout à l'heure pour avoir du temps devant vous, que sous prétexte de curiosité, vous voyiez toute la maison, et les religieuses au cœur, et partout où vous les pourrez voir, que vous les fassiez causer, et que vous examiniez bien tout de très près, et que ce soir vous m'en rendiez compte. » Maréchal, encore plus étonné, fit son voyage, vit tout, et ne manqua à rien de tout ce qui lui était prescrit. Il fut attendu avec impatience, le roi le demanda plusieurs fois, et le tint à son arrivée, près d'1 heure, en question et en récit. Enfin, si 1, 2, 3, voire 4 patères, plus ou moins étirés, permettent de mesurer un instant prolongé, une occurrence d'un miserere marque cette fois une durée encore plus longue. Ce dernier instant apparaît lors de l'entrevue de Saint-Simon et de la duchesse d'Orléans à l'occasion de la nomination de Madame de Saint-Simon comme dame d'honneur. Ici, l'emploi de cette unité de temps, plus étendue que le pater, souligne toute l'importance de ce moment. L'échelle temporelle devient alors un outil narratif au service d'une narration qui oscille entre la fulgurance et la solennité, entre l'instantané et la suspension. Je vous cite l'extrait. « Après avoir ainsi contesté un bon quart d'heure, elle me dit que son nom pour l'honneur, son mérite et sa réputation pour la confiance étaient tout ce qu'il désirait, qu'après cela, elle ne ferait de fonction qu'autant et en la manière qu'elle pourrait et qui lui plairait. Rien n'était plus flatteur, et les façons de dire ajoutaient encore aux paroles, mais je demeurais ferme sur mes mêmes excuses. Si bien qu'après m'avoir un moment regardé avec plus de tristesse, je cite la citation de la citation, « Je vois bien ce que c'est, me dit-elle, c'est qu'une seconde place ne vous accommode pas. » Et à l'instant, ses yeux rougissants et s'emplissant d'eau, elle les baissa et demeura fort embarrassée. Je le fus moins que je n'aurais dû, parce que mon parti était bien pris. Je ne répondis rien à ce qu'elle me dit sur la seconde place, parce qu'en effet c'était cela même qui nous tenait, et je demeurais 2 bons miserere sans parler, ni elle aussi, vis-à-vis l'un de l'autre. Enfin, je ne sus mieux, pour assurer mon refus en le ménageant avec le respect dû au rang et à l'amitié, que de sortir de ce silence par une disparade expresse et tout à fait déplacée. La scène s'éternise et la tristesse explicite de la duchesse a pu causer ce silence entre Saint-Simon et elle-même, tristesse renforcée par l'arrivée des larmes sur son visage. L'édition d'Yves Coirot renvoie à une note sur les patères et indique que cette durée, sans pour autant la chiffrer, est une durée prolongée. Au vu du texte du Miserere, qui est lui issu du psaume 50, la récitation de cette prière semble plutôt approcher 2 minutes et 45 secondes, soit l'équivalent de 6 ou 7 patères. On ne se trouve plus face à un instant bref, mais un instant qui s'étire, chargé d'un silence pesant. Le texte mentionne d'ailleurs, je cite, « 2 bons Miserere », soit un silence d'environ 5 minutes et 30 secondes. Je m'abstiens cette fois-ci de vous faire sentir le poids de 2 bons Miserere, puisque ça viendrait contrarier le planning de la journée. 2 lectures s'offrent ici à nous. D'une part, un silence de plomb qui traduit une désapprobation de Saint-Simon quant à une nomination qu'il juge indigne de son rang. Le silence devient un instant pesant, une marque de réprobation. D'autre part, le titre même de cette prière, le Miserere, qui suggère une imploration de pitié et de miséricorde, comme si Saint-Simon, accablé par la situation, en appelait au ciel pour s'en extraire. Néanmoins, ces précisions temporelles semblent avant tout structurer l'écriture et la narration, ponctuant un flot haletant de chroniques par des silences marqués qui contrastent avec cette agitation perpétuelle de la cour. Nous concevons ici tous bien qu'un face-à-face de 330 secondes est en effet une éternité, surtout lorsqu'il est silencieux. Après ces expressions de l'instant, Saint-Simon aspire aussi à figer certains instants. Et les instants des instants nombreux participent à dynamiser et à rythmer la trame de la chronique ou à prolonger certains moments. Et pourtant, ils ne relèvent pas d'une exactitude chronométrique, dont Saint-Simon ne dispose en effet pas. Il existe alors des scènes, souvent anecdotiques, dans lesquelles le mémorialiste suspend des instants par son écriture et se pose en véritable maître du temps. Alphonse de Valins évoque même à ce propos une tendance incoercible à récupérer et à maîtriser le temps ou la temporalité, tendance dont on ne peut guère nier qu'elle s'origine dans le narcissisme en même temps qu'elle contribue à le satisfaire. Il joue alors sur la prolongation ou l'arrêt d'une situation, d'un événement ou même d'un micro-événement, et le temps suspendu confère alors à l'instant une intensité accrue, ce qui le rend encore plus éloquent. À l'image des patères, Saint-Simon introduit un silence propice à la contemplation où l'ouïe s'efface
au profit de la vue. Deux anecdotes illustrent parfaitement ce jeu temporel. Et l'anecdote, pour citer Delphine de Garidel, est un modèle narratif chez Saint-Simon qui se caractérise par une exposition, une catastrophe dramatisée et ses suites. Elle ajoute qu'il s'agit d'un récit court et vivant, d'un épisode resserré dans le temps qui produit de façon immédiate et par lui-même un effet. Cette définition s'accorde alors parfaitement avec cette logique de l'instantané qui, par essence, condense l'événement et le met en avant dans ses conséquences immédiates. Saint-Simon excelle alors dans l'art de suspendre ce temps pour dramatiser son récit, comme lors de la fameuse scène dite du bassin des carpes, où le roi apprend de la duchesse du Lude, venue seule, que la duchesse de Bourgogne enceinte est blessée. Madame la duchesse de Bourgogne était grosse et fort incommodée. Le roi voulait aller à Fontainebleau, sa petite fille l'amusait fort, et il ne pouvait se passer d'elle. Et tant de mouvements ne s'accommodaient pas avec son état. Madame de Maintenon était inquiète, Fagon en glissait doucement son avis, cela importunait le roi, accoutumé à ne se contraindre pour rien, et gâté par avoir vu voyager ses maîtresses grosses, ou à peine relevées de couche, et toujours alors en grand habit. Le samedi suivant, le roi, se promenant après sa messe et s'amusant au bassin des carpes entre le château et la perspective, nous vîmes venir à pied la duchesse du Lude, toute seule, sans qu'il y eût aucune dame avec le roi, ce qui arrivait rarement le matin. Il comprit qu'elle avait quelque chose de pressé à lui dire, il fut au-devant d'elle, et quand il en fut à peu de distance, on s'arrêta, et on le laissa seul la joindre. Le tête-à-tête ne fut pas long. Elle s'en retourna, et le roi revint vers nous, et jusque près des carpes, sans mot dire. Chacun vit bien de quoi il était question, et personne ne se pressait de parler. À la fin, le roi, arrivant tout auprès du bassin, regarda ce qui était là de plus principal, et sans adresser la parole à personne, dit d'un air de dépit ces seules paroles. La duchesse de Bourgogne est blessée. Voilà monsieur de la Rochefoucauld à s'exclamer, monsieur de Bouillon, le duc de Trêmes et le maréchal de Boufflers à répéter à basse note, puis monsieur de la Rochefoucauld à se récrier plus fort que c'était là le plus grand malheur du monde, et que, s'étant déjà blessée d'autrefois, elle n'en aurait peut-être plus. Et quand cela serait, interrompit le roi tout d'un coup avec colère, qui jusque-là n'avait dit mot, qu'est-ce que cela me ferait? Est-ce qu'elle n'a pas déjà un fils? Et quand il mourrait, est-ce que le duc de Berry n'est pas en âge de se marier et d'en avoir? Et que m'importe qui me succède des uns ou des autres, ne sont-ce pas également mes petits-fils? Un silence à entendre une fourmi marcher succéda à cette espèce de sortie. On baissait les yeux, à peine osait-on respirer. Ce silence dura plus d'un quart d'heure. Le roi le rompit, appuyé sur la balustrade, pour parler d'une carpe. Personne ne répondit. Dès que nous osâmes nous regarder hors de sa vue, nos yeux se rencontrant, se dirent tout. Tout ce qui se trouva là de gens furent pour ce moment les confidents les uns des autres. On admira, on s'étonna, on s'affligea, on haussa les épaules. Lors de ce récit de colère inouïe du souverain, Saint-Simon prolonge alors l'effet d'annonce par le recours à cette phrase longue. Il oppose alors un tête-à-tête très bref entre la duchesse du Lude et le roi, qui a un retour qui est en effet bien plus long. Il revint près des carpes, sans mot dire. Ce retour s'accompagne alors d'un temps suspendu, puisque le roi s'approche d'abord du bassin, observe, puis seulement après, d'une brièveté frappante, annonce l'état de la situation. Éric Auerbach, d'ailleurs, remarquait dans Mimesis que les dialogues et les exclamations dramatisent de la manière la plus concrète les rapports humains brefs et spontanés. Dans cette scène, elle se prête déjà à l'extraordinaire, puisque si au début certains courtisans sont tentés de réagir immédiatement, ils sont réduits au silence. Seul le roi, dans les mémoires, dans cet extrait des mémoires, a le droit au discours direct, ce qui atteste de sa place, de sa puissance, et qui aspire à traduire toute l'authenticité saisie de ce moment. L'effet de dramatisation est total, et le souverain se répand alors en exclamations, en questions rhétoriques, avant que le temps ne se fige. Tous demeurent immobiles, pétrifiés, et le silence devient tel que l'on pourrait entendre une fourmi marcher. Silence d'autant plus saisissant qu'il se prolonge, et je cite ici François Raviez, plus d'un quart d'heure, une durée qui, s'il ne s'agit pas d'une expression toute faite et compte tenu des circonstances, nombreux personnages, atmosphère plus libre d'une promenade dans les jardins, est extrêmement longue. Dans cette mise à l'arrêt du temps, alors, le lecteur se retrouve lui aussi figé, aussi stupéfait que les courtisans, suspendus à l'attente des paroles du roi, qui viendront finalement briser la glace. Malgré l'instantanéité du surgissement de la colère royale, il est évident qu'un tel moment se doit d'être narré sans hâte, pour reprendre cette fois-ci les termes d'Éric Auerbach. Mais n'oublions pas la fourmi.
qui est ici la seule et unique présente dans le texte de Saint-Simon et qui prend de ce fait, finalement, une place très importante pour imager et cristalliser la portée de cette bourrasque royale. Une autre scène emblématique du temps figé, cette fois-ci presque secrète, mérite d'être évoquée. C'est bien sûr l'irruption de la duchesse de Bourgogne lors d'une séance de travail entre Saint-Simon et son mari. Il y avait toujours quelques moments de conversation avant que le dauphin se mît à son bureau et qu'il m'ordonna de m'asseoir vis-à-vis tout contre. Devenu plus libre avec lui, je pris la liberté de lui dire, dans ces premiers moments de conversation debout, qu'il ferait bien de pousser le verrou de la porte derrière lui. Il me dit que la dauphine ne viendrait pas, et que ce n'était pas là ses heures. Je répondis que je ne craindrais point cette princesse seule, mais beaucoup l'accompagnement qui la suivait toujours. Il fut opiniâtre et n'en voulut rien faire. Je n'osais l'empresser davantage. Il se mit à son bureau et m'ordonna de m'y mettre aussi. J'étais debout au bureau, y cherchant quelques papiers d'une main et de l'autre en tenant d'autres, lorsque tout à coup la porte s'ouvrit vis-à-vis de moi et la dauphine entra. Ce premier coup d'œil de tous les trois, car Dieu merci, elle était seule, l'étonnement, la contenance de tous les trois ne sont jamais sortis de ma mémoire. Le fixe des yeux et l'immobilité de statue, le silence, l'embarras, également dans tous trois, dura plus d'un lampater. La princesse les rompit la première, elle dit au prince d'une voix très mal assurée qu'elle ne le croyait pas en si bonne compagnie, en souriant à lui, et puis à moi. J'eus le temps de sourire aussi et de baisser les yeux avant que le dauphin répondît. « Puisque vous m'y trouvez, madame, lui dit-il en souriant de même, allez-vous-en » Elle fut un instant à le regarder, en lui souriant davantage, et lui à elle. Elle me regarda après, toujours souriant, avec plus de liberté que d'abord, fit après la pirouette, sortit et ferma la porte, dont elle n'avait pas dépassé plus que la profondeur. Jamais je ne vis femme si étonnée, jamais, j'en hasarderai le mauvais mot, je ne vis homme si penaud que le prince, même après la sortie. L'instant est ici tout à fait crucial, bref et pourtant si long. Tout se joue dans les regards qui s'organisent dès l'entrée inopinée de cette duchesse, mais presque annoncée. Ce moment suspendu oscille alors entre la surprise, l'inquiétude, et ce premier coup d'œil, d'abord furtif, devient un regard véritablement soutenu. L'attente s'étire et mesurée par Saint-Simon en plus d'un lampater, unité qui, loin d'être anodine, accentue un moment en tension. C'est cette prise de parole de la duchesse, presque de trop, qui vient rompre bien plus qu'un silence. Saint-Simon écrit bel et bien « elle les rompit », en parlant à la fois du fixe des yeux, de l'immobilité de statue, du silence et de l'embarras, et forcément de ce lampater. Tout se dissipe alors en un instant, comme si ces éléments, figés ensemble dans le temps, s'effaçaient sous l'effet de cette irruption verbale. Aussi soudain que son entrée, son départ marque la fin de cette scène, scellée en quelques répliques à peine. Enfin, le dernier point, je pense que je vais accélérer un petit peu, le dernier point est l'idée que Saint-Simon, par son écriture, perpétuellement vit et revit des instants. On parlait avec les premières communications de ce poids familial, de ce poids de l'héritage. Eh bien, Saint-Simon a cette tendance à vouloir revivre des instants, même au temps de l'écriture, comme s'il venait, en effet, de se produire. Les regards échangés dans ce triangle avec le couple de Bourgogne ne sont, je cite, jamais sortis de sa mémoire. De même, la scène du bassin des carpes demeure ineffaçable dans son esprit, puisque je cite quelques lignes après l'anecdote. Quelque éloignée que soit maintenant cette scène, elle m'est toujours également présente. Ces mots soulignent alors combien, pour un observateur doté d'une mémoire telle que la sienne, les instants marquants de la vie de cour peuvent être indéfiniment revécus, qu'ils soient soudains, silencieux ou prolongés. Karine Abiven, dans sa conclusion des travaux sur l'anecdote, établit que l'anecdote se distingue par son caractère mémorable, qu'elle n'est pas éphémère comme une coupure de presse, mais qu'elle poursuit toujours sa circulation de bouche à oreille, de mémoire en recueil. Ici. Voilà. Donc, je vois pour faire une coupe. Pourtant, le temps de la cour et encore plus celui du roi suit une exactitude implacable. Depuis Versailles, le souverain règne en métronome de l'Europe, réglant, bien évidemment, ses journées à la minute près. Une rigueur chronologique qui transparaît dans les mémoires où certains événements historiques sont consignés avec une précision extrême. C'est pour cela que, d'ailleurs, nous avons l'information que, par les mémoires, que Louis XV est né à 8h, 3 minutes et 3 secondes.
Je passe l'extrait de Saint-Simon qui contemple l'illumination de la place Mayor lors de son ambassade d'Espagne de 7 à 8 minutes. Il décrit une illumination et un temps pareil, très arrêté ici. Et ce sont d'ailleurs les dernières minutes de silence des mémoires à l'occasion de ce tome 8 des mémoires. Les pater et les miserere ont cédé la place au temps rationnel, au temps strict minuté. Et ici, ce temps vient conclure l'éblouissement des animations, si j'ose dire, de cette place. Les mémoires par essence viennent alors s'opposer dans leur composition à cette idée du fugitif, de la courte durée induite par des instants. Ces écrits sont destinés à rendre compte de longues périodes, année après année, époque après époque, d'un temps de l'histoire, de l'événement et de l'enchaînement de ceux-ci. Écrire des mémoires, c'est voir, transcrire, se souvenir, retranscrire, figer, publier. Autant d'étapes qui précipitent les moindres événements dans une temporalité tout autre, à savoir celle du texte. Ainsi, les événements viennent s'imposer au lecteur comme des éléments étincelants en rupture avec les longs temps d'analyse. Ainsi, l'instant revêt chez Saint-Simon une forme singulière et ambivalente dans ses chroniques de cours. Indispensable au récit des faits, il insuffle un dynamisme au texte, permet de croiser, d'enchaîner, de détailler et d'enrichir le moindre événement. Il oscille entre la précipitation et le ralentissement du temps, jusqu'à parfois le figer. Et chez Saint-Simon, cet instant est à la fois rhétorique et structurant, futile et essentiel, léger et pesant. Porteur d'une mémoire vive où chaque scène peut être vue, revue, ravivée, avec une acuité intacte. Ce que le mémorialiste revoit comme s'il venait à peine de le vivre, le lecteur le reçoit à son tour, saisi par l'intensité du regard qui lui est offert. Grâce au texte des mémoires et cette succession d'instants, dans toute leur force évocatrice, il s'ancre alors dans l'éternité. Je vous remercie d'avoir pris ces 56 ou 58 paters, vu que j'ai débordé un petit peu, pour m'avoir écouté.